Si vous vous souvenez pas de cette scène dans le film Rien à déclarer, c'est normal, parce que cette scène, à la fin, il n'en reste pas qu'un, il ne reste que ça. Aujourd'hui, on va parler d'un film que je n'ai vu qu'une seule fois à la télé, juste après sa sortie, et je ne l'avais pas du tout aimé. Après tout, c'était le film après Bienvenue chez les Ch'tis pour Danny Boone. C'était le film où tout le monde l'attendait au tournant. Allait-il faire 2 fois le même carton? Même Gérard Houry n'y était pas arrivé. Donc j'étais décidé, quoi qu'il arrive, que j'allais pas aimer ce film-là. On est comme ça les Français, on n'aime pas trop la réussite des autres. Pour rappel, j'avais pas spécialement aimé Bienvenue chez les Ch'tis, le film, intrinsèquement en tant que tel. Il avait rien de spécial. Mais il a eu le mérite d'être un raz-de-marée, de ramener beaucoup de monde en salle, les enfants, leurs parents, les grands-parents, tout le monde était réuni et ça j'aime beaucoup. Même mon père, qui n'était pas allé en salle depuis les années 80 et depuis que Louis de Funès est mort, y est allé pour emmener sa propre mère. Ma grand-mère, qui elle n'allait plus au cinéma depuis des décennies, et ben les voir aller au cinéma ensemble, ça m'avait fait quelque chose. Et j'avais d'ailleurs remercié Danny Boone en personne parce qu'il était là, mais du coup je lui avais dit simplement merci d'avoir donné envie à mes parents et à mes grands-parents de retourner en salle. Peu importe si le film ne m'a pas marqué plus que ça. Mais j'étais décidé à être beaucoup plus sévère avec le deuxième, enfin son troisième techniquement, parce que c'est son troisième film après La Maison du Bonheur, Bienvenue chez les Ch'tis, et là, rien à déclarer. J'ai tous les droits quand il s'agit d'empêcher l'invasion des camemberts dans mon pays. À quelques semaines du passage à l'Europe, votre zèle anti-français est très mal perçu. Anti-français? Moi? Et puis techniquement, tant que scénariste et réalisateur de ses propres films, passer après un succès à 20 millions de spectateurs, comme l'a fait quasiment Gérard Houry en 66, c'est pas facile de passer après soi, de se concurrencer soi-même. C'est même impossible de refaire 2 fois la même chose. La foudre ne tombe pas 2 fois au même endroit. Et Bienvenue chez les Ch'tis, c'était au-delà d'un film, c'était un phénomène de société, c'était carrément une victoire de Coupe du Monde à Lille, il y avait un monde de fous, souvenez-vous de ça. Il y avait eu des jeux vidéo, il y avait eu des produits dérivés. Moi qui travaillais à la poste, mon bureau de poste, avant, pendant, après, c'était que les ch'tis partout. On ne parlait que de ça, il en avait marre. Il y a même un musée des ch'tis à Berck. C'est une vraie industrie, Bienvenue chez les Ch'tis. Rien que pour ça, bravo Danny Boone. Est-ce qu'on pourrait pas essayer de se parler gentiment juste une fois? Refais l'accent belge. Et je t'explose ta gueule, t'as compris? Je te jure que je faisais pas l'accent belge. Alors? Vite une fois. Non, je fais l'accent belge une fois. Oui, ça, je sais, frère. Nord d'une frette. Et donc, le suivant était attendu, et on était tous prêts, moi compris, à le charcuter à la française. Et soyons clairs, avec moi le film n'avait aucune chance. Si ça avait été simplement un Bienvenue chez les Ch'tis numéro 2, je l'aurais démonté, avec le casting préservé, Cadmerade, Gilles Lecluse, Robert Duquesne, Lynn Renault, j'aurais gueulé. Et si le film racontait une toute autre histoire, j'aurais gueulé aussi, parce que c'était pas forcément ce qu'on voulait. Donc dans les 2 cas, pour moi, il était perdant. J'ai fait un blocage dessus. J'en suis désolé pour ceux qui l'adorent. J'ai un souvenir de mauvaise vibration, d'une mauvaise ambiance, beaucoup de mauvaise humeur. Il y avait beaucoup de gens qui gueulaient dans ce film, surtout Benoît Poelvoort, je m'en souvenais, ça m'avait marqué. Dans mes souvenirs, il gueule beaucoup dans ce film. Beaucoup. Pourtant, j'aime le comique râleur et colérique. J'adore Jean-Pierre Bacri et surtout De Funès, bien sûr. Mais on peut râler sans gueuler. On peut le faire de façon neutre et on va dire blasée. Et pourquoi il a écrit ça? L'autre jour, vous m'avez envoyé merci Seb pour ton gentil massage. Tu vois, voilà, ça c'est ce putain de correcteur. En plus, je trouve pas les ponctuations. Je me retrouve avec des trucs débiles, là, ces ronds jaunes qui avec les tire la langue, avec des lunettes de soleil. Les smileys, ça. Ouais, voilà, ça, là. Gueuler pour gueuler, ça m'a jamais rien fait. Bref, tout ça pourquoi? Tout ça pour vous dire que aujourd'hui, j'ai dû revoir le film 14 ans après pour préparer cette vidéo. Cette vidéo que vous m'avez demandé, parce que cette chaîne, c'est pas que de la mienne, c'est surtout la vôtre. Parfois, je suis vos suggestions. Vous avez voulu que je parle de ce film-là. Maintenant, il va falloir assumer. Seigneur, faites que l'Europe ne se fasse jamais. Est-ce que j'ai passé un meilleur moment qu'à l'époque? On verra ça dans la deuxième partie. Cette vidéo est sponsorisée par YFood. Il arrive parfois, quand vous êtes en plein rush, dans votre boulot, ou que vos travaux prennent du retard, ou si, comme moi, vous cumulez 2 boulots, parfois 3, et que vous avez peu de temps pour manger. Plutôt que de manger mal, voici la solution que j'ai validée personnellement. YFood, c'est une alternative à un mauvais repas. Alors attention, il ne s'agit pas de remplacer vos repas, mais de faire face à un imprévu ou à une situation inconfortable qui vous forcerait à mal manger sur le pouce. Grâce à YFood, vous aurez sous la main un repas équilibré et sain et qui vous redonnera 3 à 5 heures d'énergie, disponible sous 3 formes. La bouteille à boire avec une multitude de parfums à découvrir, y compris pour les véganes,
les barres énergétiques, plus faciles à transporter, ou les poudres mélangées avec de l'eau dans un shaker. Pas besoin de les conserver au frais, vous pouvez les consommer durant 1 an et je vous conseille d'avoir une bouteille chez vous, une dans votre sac, une sur votre lieu de travail par exemple, comme ça en cas d'imprévu vous avez tout ce qu'il faut sur place. Les emballages sont climatiquement neutres, les produits sont sans sucre ajouté, noté A sur l'échelle Nutri-Score. Et c'est un moyen de soutenir la chaîne tout en vous régalant. Et je vous conseille le pack découverte pour vous faire votre propre idée. Merci à vous. Je vous propose de revenir sur le tournage et sur le film en 12 anecdotes que j'ai trouvées. Et après les anecdotes, on se retrouvera en images pour parler du film. A tout de suite. Rien n'est déclaré raconte comment l'abolition des frontières et l'espace Schengen complètement ouvert ont chamboulé la vie des postes douaniers, provoquant la mutation ou la fermeture de commerces qui, autrefois, étaient des points d'arrêt incontournables. C'est au poste frontière franco-belge que nos deux personnages, Danny Boone et Benoît Poelvoorde, vont devoir cohabiter de plus près, en l'absence de frontières, alors que le personnage joué par Benoît Poelvoorde est un anti-français, raciste et intolérant. Franco-belge. Ouais, je suis volontaire. Non, pas tout, mais pas ça, s'il vous plaît. Non. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que Danny Boone sort avec sa sœur depuis 1 an et demi dans une relation secrète. Et Danny Boone va profiter de cette collaboration forcée pour se rapprocher de son probable futur beau-frère. Ça, c'est pour ceux qui connaissaient pas du tout l'histoire. Voyons maintenant les anecdotes en 12 étapes. La romance que Danny Boone raconte dans Rien à déclarer s'inspire directement de l'histoire de ses propres parents. Son père étant kabyle et sa mère française, elle était tombée enceinte très vite, et sa famille l'a en partie rejetée. Quelque chose qui aura profondément marqué l'enfance de Danny Boone. Arrête de vouloir me marier avec toute la Belgique. Ce qui est important, c'est que je trouve le bon. Ouais, le mot belge. L'histoire autour des douanes est également sortie de l'enfance de Danny Boone, car il passait souvent la frontière franco-belge. Selon ses dires, il avait à l'époque les cheveux longs, un look assez rock, assez visible, assez mauvais genre, et il se faisait arrêter sans cesse et fouiller systématiquement par les douaniers. Une fois adulte, en repassant par ce poste frontière à l'abandon, le lieu était désertique, abandonné, à l'image d'une rue de western, et il s'est dit à ce moment-là qu'il tenait un sujet cinématographique. Papa est dans quel pays, là? En Belgique, La Belgique qui est? le plus beau des pays. Là, je suis dans quel pays? Dans la France, La France, c'est un pays de gros? de gros abrutis. Exact. Le sous-thème présent dans le film de Danny Boone est bel et bien le racisme. Car on peut se poser la question de la justification de ce mot utilisé plusieurs fois dans le film, alors qu'on parle de 2 pays voisins et amis, la France et la Belgique. Et personnellement, c'est peut-être pour ça que je me suis jamais senti impliqué et attiré par ce film. Je me suis jamais senti en rivalité malgré les blagues avec la Belgique. J'ai aucun problème avec les Belges, c'est peut-être une question de région. J'ai pas forcément compris pourquoi cette haine viscérale de Benoît Poelvoorde envers la France en général, parce que c'est carrément maladif. Ruben, il est 4 heures du matin. Et alors? Parce que tu crois qu'ils vont nous attaquer en plein jour? Naïf. Tu vois, comme tu me réponds, t'es devenu complètement parano. Hein. Mais l'idée était tout autre. L'idée était de pousser à l'extrême la notion de patriotisme tout en remplaçant par convenance pour le spectateur le mot français par le mot qu'il voudrait, comme arabe, juif ou noir. Et là, la dimension devenait soudain bien différente. J'ai tous les droits quand il s'agit d'empêcher l'invasion des camemberts dans mon pays. Danny Boone a écrit ce film durant 2 ans, avec Benoît Poelvoorde en tête, pour le personnage de Ruben. Le film a été écrit pour lui. Cependant, il ne se connaissait pas personnellement. Et il a une humanité, une tendresse, une fêlure, il est très, très touchant. Enfin, moi, il m'émeut énormément. Et apprenant que Danny Boone avait écrit un scénario autour de son personnage, autour de lui, il s'est rendu sur son dernier spectacle, et ils se rencontreront à cette occasion autour d'un verre. Le projet partira définitivement de là. Et ils découvriront qu'ils ont fait la même école, qu'ils avaient de nombreux points communs, notamment musical, ou même dans leur sphère familiale, leurs parents faisant le même métier. Oui, on a plein de points communs. On a fait la même école en Belgique. On aime les mêmes musiques, les mêmes chanteurs totalement improbables qui étaient connus dans les années 70. Et on chante Dick Hanegard tous les deux à tue-tête. Ah, je connais bien dans ce jardin, loin des engins, pas
besoin de sous pour être bien, pas besoin de bien pour être sous. Toi le chien, je te prive de rien, remue dans ta queue, fais-moi tes beaux yeux. À noter que durant ces 2 années, le scénario aura connu 7 versions différentes, retouchées soit par le producteur et le patron de Pathé Jérôme Sédou, et par la propre femme de Danny Boone, Yael Boone. À noter également que le film bénéficiera du double du budget des Ch'tis, 24 millions d'euros, une pression supplémentaire pour Danny Boone qui se sentira moins libre que sur son précédent projet. Benoît Poelvoorde n'aime pas se voir à l'écran. Ça le stresse et ça l'angoisse complètement. Et depuis 2004, il refuse même d'assister aux avant-premières et de se voir lui-même à l'écran. Il fera une exception pour Danny Boone, pour rien à déclarer. À noter que Bouli Lanners, qui joue le compère belge de Benoît Poelvoorde, avait un père douanier, qui lui a montré le métier et conservé des costumes d'époque. Moi, c'est super drôle d'être là, parce que j'ai l'uniforme de mon père que j'ai jamais mis, puis je me retrouve vraiment dans un décor qui correspond tout à fait à ce que j'avais comme décor quand j'étais petit. Et je trouve que c'est une bonne idée d'avoir mis en scène la douane, qui est quelque chose qui a disparu, mais qu'on a encore tous connu. C'est d'ailleurs lui qui a fourni les costumes de son père de l'époque pour le tournage du film. À noter également que Bouli Lanners devait à la base jouer le restaurateur. Et François Damiens, qui joue au restaurateur, devait jouer le collègue de Ruben, alias Benoît Poelvoorde. Et c'est un peu avant le tournage qu'il aura été décidé de faire exactement l'inverse. Julie Bernard, qui incarne la sœur de Ruben, fait, avec rien à déclarer, ses premiers pas sur grand écran. Voilà, on va présenter Julie Bernard. Et il faut savoir que voilà, tous les deux, c'est leur premier rôle. Ils n'ont jamais joué au cinéma, voilà, et c'est la première fois qu'on les voit dans un film. C'est donc une rétrospective de toute leur carrière. À noter que Danny Boone choisit souvent la même famille de comédiens pour tourner. C'est normal, ça se fait souvent, ils se connaissent, ils se font confiance, ils savent qu'ils savent bosser. On peut parler de Laurent Gamelon qui a été dans La Maison du Bonheur. Il avait tourné avec Karine Viard dans Le Code a changé. Karine Viard et Poelvoorde se connaissent des randonneurs 1 et 2, on en parlera un jour. Zinedine Soualem, il est recyclé de Bienvenue chez les Ch'tis, bien évidemment, tout comme Guy Lécluse, ou comme Jérôme Commandeur. On a un petit peu l'envie de surfer sur le succès des Ch'tis et ça se comprend. Mais quand il s'agit de choisir sa partenaire féminine, là, en général, systématiquement, même dans chacun de ses films, il choisit pas les plus moches. Comme pour Bienvenue chez les Ch'tis, Danny Boone a fait appel pour son nouveau film au chef décorateur Alain Vessier et au directeur de la photographie Pierre Heim. Et à noter que tous les décors sont factices. Que ce soit les douanes belges avec un côté champagnard assumé ou la douane française qui avait un aspect plus fonctionnaire, le restaurant surtout qui est construit de toutes pièces, et Danny Boone tenait vraiment à une ambiance d'hiver, quitte à payer la neige artificielle de sa propre poche. Comme dans les bandes dessinées, il dit « ça ne peut se passer qu'avec de la neige, mais ça coûte cher la neige ». Et il a dit, et ça je suis sûr que c'est vrai, je le paierai de ma poche. Il n'a pas dit, j'ai fait les ch'tis. Il a dit, c'est pas grave, je le ferai de ma poche, mais je veux voir de la neige. Eh ben, ils savent qu'ils ont en face d'eux quelqu'un qui sait exactement ce qu'il veut et qui est un rêveur. Et qu'est-ce qu'on achète? Du rêve. Et qu'est-ce qu'on a le plus envie de voir? Quelqu'un qui te fait rêver. Les décors ont été assemblés au studio de Brie-sur-Marne, car il fallait de la place pour concevoir les sols, les murs en briques, en fausses briques bien sûr, et du coup les amener sur place pour le tournage. C'était un travail énorme et je trouve que ça rend hyper bien. À noter que la ville frontalière du film, Courquin, n'existe pas réellement. C'est à la Makenoise, lieu-dit belge sur la commune de Momigny, à quelques kilomètres d'Anor, que Danny Boone a installé ses décors. Et si presque tous les décors ont été démontés depuis, la commune de Momigny exploite toujours son célèbre tournage avec des visites, un escape game et des photos souvenirs de la fameuse 4L. Pareil, un véritable business comme à Berg avec les circuits qu'ils avaient faits et qui ont fonctionné bien des années après. Tourner des scènes d'action était une expérience nouvelle pour Danny Boone, le réalisateur. Prenant tout son temps pour la scène de la course-poursuite, il s'est notamment équipé d'une technologie russe, l'Ultimate Arm, un bras robotisé fixé sur le toit des véhicules et permettant de filmer rapidement et sous tous les angles. Et ça aussi, ça rend pas mal du tout. Même quand il n'y a pas de poursuite, quand on les voit sur la route et qu'on voit que la caméra se rapproche du pare-brise et qu'on les voit en direct tous les deux, sans qu'il y ait un fond vert derrière, sans qu'ils fassent semblant de conduire, c'est assez impressionnant. Habituellement, ils sont dans des voitures qui sont tractées avec une caméra qui est sur le capot, et c'est plutôt balèze, il faut le dire. Par contre, c'est pas du tout exploité parce que tout ce qui est séquence de poursuite, ça rend pas comme c'était prévu, et même pire, ça a carrément été coupé.
La 4L, la troisième star du film, a été construite sur une base pourtant en très bon état, mais qui a été vieillie exprès avec de la fausse rouille. Et plusieurs pièces issues de marques différentes, contrairement à ce qui a été dit dans le film, ont été utilisées. Notamment les roues, les moteurs et les trains roulants d'une Citroën BX, ou les ailes avant et arrière qui ont été imitées à partir de celles des Coccinelle. Il y a clairement un effet choupette dans cette voiture. Et j'adore. Vous savez que j'adore les voitures au cinéma, ou même dans les séries télé, que ce soit K2000, que ce soit la DeLorean, que ce soit Choupette, que ce soit le Taxi des taxis. J'aime les voitures emblématiques, et il y en a une dans ce film, qui malheureusement aura connu un destin tragique. En effet, la voiture a été rachetée depuis aux enchères, car elle devait rester à Lille afin d'y être régulièrement exposée. Malheureusement, le camion qui devait la transporter sur place, car elle n'avait pas le droit de rouler officiellement, a eu un accident et la voiture a été intégralement détruite. Une scène exige à un moment donné qu'un chien, dressé pour l'occasion, renifle et griffe les fesses d'un personnage. Regardez comment ils ont réussi à faire ça. Donc on a travaillé, on a déjà fait comprendre au chien qu'il fallait aller à cet endroit-là. Et on a mis une ouverture au niveau du jean pour mettre la petite saucisse dedans, de manière à ce que le chien soit plus attiré par l'odeur. Cherche. Elliot, c'est un chien, dès le moment où il bosse, il est content et il aime faire plaisir. Et c'est vraiment, c'est une crème de chien. Pourquoi il vous renifle le cul, Grizzly? C'est vrai, pourquoi il renifle le cul, le chien? C'est normal, tous les chiens reniflent les culs. C'est même l'activité favorite des chiens, non? Renifler les culs. Allez, pourquoi faire? Pour essayer de comprendre pourquoi t'as le cul qui sent le chien. Allez. Coupe. C'est coupé, merci. Et enfin, dernière anecdote, une scène a été particulièrement difficile à tourner à cause d'un fou rire qui n'arrêtait pas. Et ça n'était pas à cause de Benoît Poelvoorde qui, dans le tournage, comme souvent je pense, était intenable. Difficile de le canaliser parce que c'est une bombe d'énergie. Mais là, il ne s'agissait pas de lui, ni de Danny Boone, mais de deux autres personnages. Regardez plutôt parce que c'est plutôt jubilatoire. Allez, hein. Tu rentres les petites en premier, puis les grosses, elles suivront. Non, commençons pas. C'est Rodolphe. Oh non. Tu seras ni le premier. Ah non, là je suis pour rien du tout. Fais-le pour moi. Et puis les grosses. Ça rentrera jamais. Mais si. Il faut que tu sois. Ça ne rentrera jamais. Mais non. Fais-le pour moi. Tu sais. Mais si. Ça ne rentrera jamais. Mais si. Il faut que tu sois. Mais si. Il faut. On ne pourra pas. Ah si, il faut que tu sois, tu sais quoi? Il faut que tu sois bien des. Ça ne rentrera jamais. Arrête. Attends, laisse-moi 20 secondes. Coupez. Laisse-moi 20 secondes. Tiens. Et puis si t'as besoin d'aide, tu m'appelles pas. Alors au final, 8 millions d'entrées en salle, c'est pas les 20 millions d'Echti, mais c'est quand même remarquable. Je sais pas si tous les films de Danny Boone n'ont pas cumulé tous ensemble près de 50 millions de spectateurs en salle. Rien qu'en tant que réalisateur, je compte même pas les films dans lesquels il a joué. Donc franchement, respect à Monsieur Boone. Qu'on aime ou qu'on aime moins. Et pour mon cas, pour ce film-là, je dois vraiment vous le dire parce qu'on va passer à la deuxième partie maintenant, mais j'aime moins. Et j'aime pas du tout, et toujours pas, ce film. Je vous dis pourquoi. Je trouve que malgré les cris de Poelvoorde pour l'introduction du film, le film commence plutôt bien. Oui, parce qu'il gueule beaucoup encore une fois. Le générique de début, qui arrive juste après, avec cette ambiance de nuit, cette ambiance de Noël, cette ambiance d'hiver, les vues satellites pour assurer les transitions entre les 7 ans avant et 7 ans après, c'est très très bien fichu. Le titre qui s'affiche avec les guirlandes lumineuses, c'est vraiment très joli, et Danny Boone a ce don, je trouve, de rendre plus joli le quotidien sans trop en faire, de faire passer des choses qui sont pas forcément belles à voir au quotidien, et il les rend très poétique. C'est son point fort. Ces films ne sont pas cheap visuellement.
Il a fait quand même son storyboard. Hein. Il dessine son storyboard. Donc il sait exactement ce qu'il veut. Je me rappelle la scène avec Bouli, qui va être la scène d'ouverture du film, donc avec Bouli Lanners. Le dessin était ultra précis. La voiture arrive, Bouli bave de sommeil. Il avait dessiné la ligne de bave, donc il faut féliciter les décorateurs et tout. Exactement, le décor est exactement ce qu'il a dessiné, parce qu'il dessine vraiment bien Dany. Il bave pile, on a le reflet sur la bave, mon arrivée, le découpage, il a rien improvisé. Mais c'est dément à voir, quoi. Ça passe aussi par les décors qui sont magnifiques, on l'a vu. Ça passe par la lumière qui est plutôt jolie. C'est un film qui fait l'effort de tourner ces scènes de nuit, et non pas avec des nuits américaines dégueulasses. Il y en a 2 dans le film, où vraiment, ils ont tourné de nuit, parfois jusqu'à 5 heures du mat, mais il n'y a rien de triché. Ils ont vraiment été au bout d'un point de vue technique, ça ne fait pas faux. Et il y a la bande originale, toujours signée Philippe Ramby, qui signe toutes les bandes originales de Danny Boone, y compris Bienvenue chez les Ch'tis, qui est toujours dans le coin et qui a toujours cette ambiance, feel good movie dans l'ambiance. Voilà. Ça marche. Et une fois qu'on a dit ça, tout le vote gueule beaucoup dans ce film. Si, il gueule beaucoup. Les mains en l'air, sale fumier! Allez! Fous-toi par terre, ordure! Tirez pas! Toi par terre, tirez pas! Et c'est son personnage, parce que j'aime beaucoup l'acteur, mais c'est son personnage qui m'empêche complètement, ça m'empêche de rentrer dans le film. Non seulement parce que je vous l'ai dit, je ne crois pas en cette haine anti-France, anti-français, on n'est pas chez LFI non plus, j'avais dit pas de politique, oubliez ce que je viens de dire. Donc même si tu peux remplacer français par chinois, arabe, noir ou ce que tu veux, pour montrer qu'il est facile de rejeter l'autre quand on connaît pas, le message a beau être clair, le message a beau me parler, si je ne crois pas au personnage qui les vit, ça m'empêche de faire quoi que ce soit, d'interagir avec. C'est pareil pour le couple Lanus. Janus, avec un J, s'il vous plaît. Ah oui, Janus, excusez-moi. Je ne crois pas du tout en ce couple. J'aime Karine Viard, j'adore François Damiens, mais il est tellement lourd et tellement à la ramasse, elle est tellement excédée de lui minute par minute, ils n'ont pas une minute de temps entre les deux, pour un effet comique assuré. Mais moi, je me pose la question, parce que j'ai besoin de sincérité en comédie, pourquoi est-ce qu'elle se le traîne? Pourquoi est-ce qu'elle l'a épousé? Et si elle s'est trompée, pourquoi elle ne le lourde pas? Parce que c'est pas le premier voyage. Non, c'est le 5e. Un minou. Tu peux pas en éviter une ou deux de temps en temps, toi. Pourtant, ce couple dans un restaurant en faillite, qui cherche une bonne poire pour le vendre et qui après se met à la contrebande pour pouvoir gagner de l'argent parce que l'absence de frontières va les ruiner, ça avait un potentiel énorme. Mais je le vois pas, parce qu'ils sont tellement dans la caricature, sans nuance, sans douceur, sans crédibilité, sans sincérité, que je rentre pas dedans. Je me dis, ok, ils sont drôles, mais je crois pas en ces personnages. Je me dis pas qu'ils existent, ou qu'ils ont existé. Qui lit pas la presse, qui écoute pas la radio, qui regarde juste la télé, mais sans comprendre ce qui se dit, hein. Et ça, crois-moi, un abruti de ton gabarit, ça va pas être facile à trouver. Donc même s'ils s'en balancent des pas mal à la figure et qu'elles sont bonnes, les répliques, si je ne crois pas en l'existence de ces personnages, ça fait effet flop, ou alors j'oublie très très vite ce que j'ai vu. C'est pour ça que j'ai rien retenu de ce film. On a aussi quelques petites piques contre l'Europe. C'est un sujet d'actualité, c'est pour ça aussi que j'ai envie de parler de ce film maintenant. On sort des européennes qui ont complètement dérivé en élection nationale, mais bon, il y a quand même des petites phrases que j'ai retenues. En voici quelques-unes. On subit, c'est pas pareil, Ducatel. Le monde ne change pas. Il part en sucette et nous avec. On lui tire pas dessus, c'est tout. Il s'enfuit. C'est pas parce qu'il s'enfuit qu'il faut lui tirer dessus. Celle-là, c'est devenu clairement un débat de nos jours, avec les refus d'obtempérer, etc. C'est pour ça que ce film est politiquement assez intéressant, mais c'est ultra léger, et c'était pas le but. Le film n'envoie pas assez de taquets, et même globalement, d'ailleurs, je me suis globalement assez fait chier dans ce film. Le seul que j'ai vraiment trouvé sincère et irréprochable, c'est Laurent Gamelon, qui joue un super rôle de méchant. Bu! Y a un but, là! Ah bon, il y a un but? Non, il y en a 2. Ambulance! Et il y a quelques idées qui étaient bonnes à développer en 2010, de revoir les premiers téléphones sans fil, les téléphones GSM, qui sont énormes, qui leur paraissent tout petits, mais pareil, à un moment donné, on les voit se mettre à un ordinateur en 93, un peu comme les gendarmes et les gendarmettes. Relié par ce câble à une imprimante, elle aussi informatique. Mais une fois qu'on passe le fait que l'autre il veut son Minitel et son papier, en fait on n'entend plus parler de cette histoire. Et c'est dommage parce qu'il y avait un potentiel comique. Regardez. Mais qu'est-ce que c'est cette connerie là? Dans le côté un peu, ne s'actualise pas, ne se met pas au goût du jour, ne suit pas la technologie, ne veut pas évoluer trop vite. Mais ça, on le voit une fois, ça dure 1 minute et c'est fini. C'est con. Non, un petit problème d'interface. C'est pas...
Oh, c'est génial, bourrage papier. Ça indique carrément ce qui déconne. Voir nos deux personnages dans une 4L bien pourrie, c'est rigolo 5 minutes, mais ça dure pas très longtemps. Je pense que c'est le meilleur moment du film. Quand ils crèvent leurs propres pneus, même si c'est prévisible, ou quand ils arrivent pas à démarrer parce que la voiture elle cale tout le temps, on sent qu'il y a un potentiel à avoir ces deux-là dans une bagnole qui est incapable de rouler. Puis d'un seul coup, le film s'accélère, un peu comme dans Bienvenue chez les Ch'tis. On a l'impression qu'il faut arriver vers la fin. J'en peux plus de ta tête de bouffeur de frites. Tu comprends ça? J'adore la Belgique, j'adore les Belges, et toi je te déteste parce que t'es qu'un gros con de raciste. Du coup, Danny Boone va péter un câble, on sait pas trop pourquoi. Donc il pète un câble juste pour qu'il puisse se battre et qu'il puisse ramener un petit peu de tension parce qu'il faut pas qu'il soit mis trop vite. Mais c'est complètement factice. C'est complètement factice, c'est ça le problème. Ouais. Tiens, ça, je te l'avais depuis longtemps. Ça va mieux? Non. Ça devient un film à sketch. La preuve, c'est qu'on arrive dans un repas de famille. Danny Boone est invité dans la famille belge, où il doit faire semblant de s'habiller en belge, il doit prendre l'accent belge, un accent hyper caricatural, c'est censé provoquer le rire, mais moi ça n'a pas marché. C'est qui celui-là? Ça, c'est Mathias, un nouveau collègue. Il nous vient tout droit de Liège, hein, Mathias? Oui, une fois. Il doit faire semblant de pas connaître la sœur de Poulvord parce qu'ils doivent pas dire qu'ils sont ensemble. Donc tout est là pour provoquer des situations très forcées, très appuyées, pas du tout naturelles. Tu peux arrêter de dire une fois tout le temps. Pareil, dans la salle de bain, à un moment donné, Danny Boone, il craque, il veut coucher avec sa nana. Tout le monde est à côté, je vois pas pourquoi il fait ça maintenant. Tout ça pour amener un petit peu de tension, tout ça pour qu'on puisse avoir un potentiel comique à se dire, attention, on va rigoler. Y'a quelqu'un où c'est? Oui, c'est occupé. Ouh, je dois pisser comme une vache. Dépêche-toi. Pas pisser dans le jardin. Non. Par contre, la chute de cette petite blague dans les toilettes, elle est pas mal. Pourquoi t'as ouvert la tête? Parce que j'ai fait caca. Mais encore une fois, le personnage de Poulvord m'hallucine. Ce personnage n'est pas crédible. Il ne tient pas la route. La preuve, c'est que quand Danny Boone lui avoue enfin à l'église, en se confessant, qu'il sort avec sa sœur depuis 1 an, qu'est-ce qu'il fait, lui? C'est ta sœur qui m'aime. Ferme ta gueule, camembert. Il sort son gun, il lui tire dessus, il le poursuit dans la rue, il lui tire des balles réelles, il veut le tuer. Et ce mec, il est même pas poursuivi par l'IGS ou va même pas en prison. Alors qu'il tire dans la rue, il tire à balles réelles, heureusement qu'il le rate, sinon c'était quoi, fin du film? Mais qui fait ça? Encore une fois, j'ai besoin de sincérité pour rire. C'est pas crédible de voir un mec péter un câble parce qu'on a approché sa sœur. Alors je veux bien qu'il soit pas content, il en fout une. Mais lui tirer dessus. Allô? Honnêtement, il y a beaucoup de guns et de tirs dans ce film-là. C'est pas souvent dans une comédie que t'as des armes à feu, mais les voir se tirer dessus entre eux, bah non seulement c'est pas drôle, mais ça me montre encore une fois que ce personnage n'a ni queue ni tête. Sa place est en prison ou dans un asile. Et même la poursuite en voiture qui a été ignoblement coupée parce qu'on ne voit même plus les voitures qui se cassent la gueule, même si ça servait à rien d'avoir des carambolages, ça ne fait pas avancer l'histoire, mais bon, ils l'ont tourné, donc pourquoi pas le mettre? À quel moment, quand t'es une bagnole et que t'es entre deux autres et que tu te fais arracher les portières, à aucun moment les deux voitures vont s'écarter un petit peu pour la laisser passer, sachant que c'est une voiture de flic? Ils mettent 1 minute à se décaler, histoire de montrer que la voiture se désagrège peu à peu. Ça aussi, ça a été vachement storyboardé. Danny Boone storyboard beaucoup de choses. Il est très visuel. Donc visuellement, ça marche. Mais c'est très forcé. On voit vraiment qu'il voulait que la voiture perde tous ses éléments petit à petit. Et pour ça, tous les conducteurs dans la scène deviennent cons. Pour que la scène avance. Et ça, c'est ce que je déteste en comédie. Mais c'est moi, hein. Je suis pas en train de vous dire que vous avez des goûts de merde. Beaucoup de monde aime ce film, je peux comprendre pourquoi, mais je vous dis pourquoi, sincèrement, avec moi, ça ne prend pas. Ça veut pas dire que c'est mauvais, hein. Pour moi, au mieux, c'est moyen. Mais la scène de fin qui est impressionnante, il y a une vraie scène d'action, il y a une fusillade quand ils arrêtent les voleurs de drogue dans l'espèce de parking géant, il y a des coups de feu partout, c'est impressionnant cette scène-là. T'as même François Damien qui se prend une balle, c'est grave, mais l'instant d'après, il est dans son bar, il a le bras en écharpe, mais il est heureux. Puis il est plus heureux parce qu'il fait une gaffe, ils se font arrêter. Tout s'enchaîne beaucoup trop vite. Je n'y retrouve plus. À la moitié du film, le film part en couille complet. Hein. Encore une fois, ce n'est que mon avis. Et celui de ma compagne à qui on a regardé le film qui s'est bien emmerdé aussi, c'était pas notre truc. En commentaire, vous pouvez me dire ce que vous avez adoré dans le film. Ici, la parole, elle est libre, on ne juge personne, donc vous pouvez y aller. Défendez-moi, parce que beaucoup disent que ce film est mieux que Bienvenue chez les Ch'tis. Moi, je trouve que Bienvenue chez les Ch'tis est beaucoup plus... Alors, il est moins ambitieux, ça se passe dans un petit village, il n'y a pas les scènes d'action, c'est presque pas comparable, en fait, finalement. Donc, bien joué Danny Boone, encore une fois. Mais en tout cas, le film, il est plus maîtrisé, les personnages sont plus crédibles, ils sont plus sincères, même si, je l'avais dit, il y a des choses qui vont trop vite. D'un seul coup, ils deviennent trop copains, puis d'un seul coup, ils s'embrouillent, mais pas assez longtemps. Mais je comprends l'intention de Bienvenue chez les Ch'tis. Je comprends moins l'intention de ce film-là, au-delà de sa première demi-heure qui est pas mal,
où le film commence à se perdre dans une série de sketchs qui se suivent les uns les autres, sans un fil conducteur intéressant, et avec, encore une fois, ce personnage de Poulvord que je trouve insupportable dans le film, alors que c'est un film qui repose sur un duo. À l'ancienne, j'adore les duos comiques, mais quand la moitié d'un duo, tu l'aimes pas ou tu n'aimes pas son personnage, le temps, il est très long du coup, le temps passe pas vite. Et même quand tu regardes le casting en général, rien que le quatuor, Danny Boone, Poulvord, François Damiens, Karine Viard et j'en passe d'autres, c'est un casting XXL. Pourtant, le film, il est correct. Voilà, il peut être correct si je suis gentil. Avec un casting pareil et des acteurs que j'adore tous indépendamment, je trouve qu'à l'écran, la mayonnaise, elle a pas tant pris que ça. Fais-moi une tête d'innocent. T'as pas l'air innocent, là. T'as l'air complètement débile. Je sais pas comment on fait une tête d'innocent. Puis tout petit, je suis coupable. Te fais pas arrêter. Voilà, m'en voulez pas si je partage pas votre amour pour ce film-là. Je suis pas là pour dire j'ai raison, vous avez tort. Mais je vous dis sincèrement, parce que je suis là pour être sincère, pour vous dire, voilà, ce film-là, j'y arrive pas. Ce film-là n'a jamais pris sur moi, ni à l'époque, ni aujourd'hui. Il est trop décousu. Le côté frontière me parlait pas tellement en 2011, parce que c'était déjà tellement loin. Aujourd'hui, il pourrait y avoir un nouveau sens, vu qu'on reparle de les remettre. Mais ils y sont pas assez forts pour, on va dire, avoir un espèce de petite critique politique de ce qui s'est passé à l'époque. Ça manque de punch. Ça manque de punchline. Ça manque de petits uppercuts comiques. À vous de me dire ce que vous avez pensé du film. Est-ce que vous êtes d'accord avec les défauts que je lui trouve? Pas du tout, encore une fois. Échangez dans la bienveillance. Je ne prétends pas avoir raison. Je vous donne juste mon avis. J'espère que je vous aurai aussi appris 2-3 trucs sur le film, parce que la vidéo sert surtout à ça. Je vous rappelle que vous avez une promotion pour YFood juste là qui s'affiche pour avoir moins 10% sur les commandes. N'hésitez pas, ça aide beaucoup la chaîne quand vous le faites. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Pensez à le dire à YouTube en mettant un like, en mettant un commentaire. Et si vous savez pas quoi dire en commentaire, vous avez qu'à mettre une réplique du film. Et s'il n'y en a pas qui vous viennent, vous avez juste à dire Bijour, Coco, c'est non. Et ça ira très bien. On se retrouve dans quelques jours pour une autre vidéo. Et d'ici là, comme je le dis à chaque fois, prenez soin de vous. Ciao.